il écrit des ouvrages. Il a 7 enfants. C'est pas toujours facile de survivre. Donc, il fait des fois aussi un autre métier. Et puis, il est quand même passionné d'enseignement. Et très souvent, le soir, devant sa maison, près de la rue des Teinturiers, il donne des cours. Comme ça. On appellerait ça de nos jours de la formation permanente, mais il fait des conférences, il donne des cours, et il y a des femmes qui assistent à ces cours, et à cette époque-là, c'était quand même pas monnaie courante. Donc, il est connu pour le développement de la pédagogie et de la culture scientifique. Et ça arrive aux oreilles de ce monsieur qui est ministre de l'instruction publique, Victor Duruy. Victor Duruy vient à Avignon, rencontre Jean-Henri Fabre, il découvre ce que fait Jean-Henri Fabre, et à partir de là, les affaires de Jean-Henri Fabre vont aller beaucoup mieux, parce que Victor Duruy va permettre la vente de tous les bouquins de Jean-Henri Fabre dans tous les collèges, dans les lycées. Au passage, c'est un des collaborateurs de Victor Duruy qui permettra l'accès des femmes au collège. Donc les choses vont mieux. Il a un peu d'argent. Il a rencontré à Avignon Stuart Milt, qui est le patron de la Compagnie des Indes, qui a de l'argent et qui sponsorise les travaux de Jean-Henri Fabre, tant et si bien que la conjonction de cet argent qui rentre de la vente des livres et puis des prêts amicaux de Stuart Mill font que, un jour, Jean-Henri Fabre va investir dans une petite propriété à Sérignan, l'Armas. L'Armas à Sérignan-du-Comtat. Alors, il a une 60aine d'années quand il arrive à Sérignan. Et là, il va changer un peu de métier. Il a herborisé, il a été botaniste, et dans l'Armas, il va s'intéresser un peu à la vie des insectes. Un peu et beaucoup. Et donc, toute la dernière partie de l'œuvre de Jean-Henri Fabre traite de l'entomologie. Il devient veuf. Mais il a un voisin qui a une fille qui s'appelle Marie Dodel. Et Marie Dodel vient à l'Armas faire un peu le ménage, un peu la cuisine. Et ce qui devait arriver arriva. Il va épouser Marie Dodel, qui est de 41 ans, sa cadette. Ils auront 3 enfants, et ça va couper Jean-Henri Fabre de la population de Sérignan. Parce que la fille Dodel avait d'autres prétendants que ce vieux monsieur-là. De quoi se mêle-t-il, celui-là? Et donc, après leur mariage, il y a un charivari. D'habitude, le charivari, c'est quand une veuve se remarie. Là, il y a un charivari qui va durer pendant 1 an. Tant et si bien que Jean-Henri Fabre ne sortira que très rarement de l'Armas. Il va rester cloîtré là, mais il est heureux. Et il va produire dans l'Armas les souvenirs entomologiques. Une œuvre colossale. Alors, en 35 ans de vie à Sérignan, il était allé moins d'une dizaine de fois au centre de la ville. Maintenant, il y est en statue. Et puis là, il y a la petite table. Alors, je ne résiste pas à vous lire quelques phrases des souvenirs entomologiques sur la petite table. Grande comme un mouchoir, occupée à droite par l'encrier, fiole d'un sou, à gauche par le cahier ouvert,
Ma table de travail fournit tout juste la place nécessaire au maniement de la plume. J'aime ce petit meuble, l'une des premières acquisitions de mon jeune ménage. Cela se déplace aisément où l'on veut, devant la fenêtre si le temps est obscur, dans un recoin d'éclairage discret si le soleil est importun. Cela permet en hiver l'intime voisinage du foyer où se consume la bûche. Et il termine. Tu passeras, ô ma vieille confidente, en des mains étrangères, insoucieuse de ton passé, tu deviendras table de nuit, chargée de bols de tisane, jusqu'à ce que décrépite, boiteuse, les reins cassés, tu sois mise en pièces pour alimenter un moment le feu sous une marmite de pommes de terre. Tu t'en iras en fumée rejoindre mon labeur, dans cette autre fumée, l'oubli, ultime repos de nos vaines agitations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal écrit. C'est tellement bien écrit que son ami Legros, médecin tourangeau, va le convaincre de se présenter pour le prix Nobel de littérature. 1916. Eh bien, il ne l'aura pas. C'est Maurice Maeterlinck qui aura le prix Nobel de littérature. Mais on a toujours un grand plaisir à lire quelques pages de littérature comme celle-ci. Voilà le grand personnage de Sérignan. Alors Sérignan, c'est pas loin. Il y a un Armas qui se visite à partir de 15h30 et vous serez très bien reçus. Il y a des gens qui font un boulot assez extraordinaire pour la mémoire de ce scientifique. Alors, comme vous avez été sage, on va avoir un petit bonus. On va revenir à Marseille. Et là, je vais vous parler de la tradition de la métrologie marseillaise. Alors, à Marseille, il y a eu quand même... Il y a eu des océanographes, il y a eu des naturalistes, il y a eu Peiresc, Gassendi, etc. Donc, je ne parlerai pas de tout cela. Moi, je vais me préoccuper de physique un peu plus contemporaine, de Charles Fabry à Édouard Calvet. Alors, si on veut faire de la physique, il faut qu'il y ait une faculté des sciences. C'est pas simple d'avoir une faculté des sciences à Marseille. L'université, elle est à Aix. L'université, le droit, les lettres, etc., elle est à Aix. Et les Marseillais, lorsqu'ils veulent aller à l'université, ils vont à Aix. Et les Aixois voient un mauvais œil, jusqu'à se tourner plus facilement vers Montpellier que vers Marseille, le développement d'une faculté à Marseille. Alors il y a quand même quelques noms qui vont compter là. Il y a un mécanicien, Léon Charve. Il y a une tradition, et ça rejoint ce que je disais avec Pitot et Montricher, etc. Il y a une tradition de mécanique des fluides encore permanente à Marseille. Il y a un chimiste, Léon Perdry, ils seront tous les trois, là, et Paul Rivals, ils seront tous les trois doyens de la faculté de Marseille. Et c'est surtout au dernier, qui est un Toulousain, enfin proche de Toulouse, dans le Gers, c'est un Gersois. Il est venu à Marseille, il est chimiste, il développe la chimie industrielle autour du savon, de la soude de Solvay, etc., etc., de la saponification. Et Paul Rivals va faire un travail assez extraordinaire pour qu'il y ait une faculté des sciences à Marseille. Et un jour où il reçoit le ministre Sarraut, il va lui dire ceci: les Méridionaux, et plus particulièrement les Marseillais, sont de grands calomniers. En réalité, on travaille beaucoup ici. Lorsque vous entendrez dire à l'étranger, et plus encore en France, spécialement à Paris, et plus particulièrement dans certains milieux de la rive gauche, qu'on ne travaille guère à Marseille, vous pourrez répondre et vous répondrez: j'en viens, cela n'est pas vrai. Et Sarraut, revenu à Paris, signe l'échec pour que la faculté des sciences Saint-Charles se développe. La faculté des sciences Saint-Charles, à côté de la gare Saint-Charles. Et là,
Là, on va voir quelques grands physiciens qui vont marquer un peu le développement de la mesure dans le monde. L'un d'entre eux, il s'appelle Charles Fabry. Sa mère, c'est la cousine germaine d'Edmond Rostand. Il a un frère qui est mathématicien, il a un père qui est prof de droit. C'est quand même quelqu'un qui est connu sur la place marseillaise. Et donc, il va faire ses études à la faculté de Marseille. Il va aller un peu à Paris, puis il va être nommé prof à la faculté des sciences de Saint-Charles. Et avec son collègue Perrault, il va inventer l'interféromètre, qui porte encore le nom d'interféromètre Fabry-Perot, de lames minces comme ceci, qui, par des réflexions multiples, permettent de faire des interférences. Ce sont avec ces outils que Fabry va découvrir qu'au-dessus de nos têtes, il y a une couche d'ozone. C'est à cause de la spectroscopie avec des interféromètres Fabry-Perot que on va découvrir la couche d'ozone. Et à l'heure actuelle, il y a dans le monde entier, avec des fibres optiques basées sur le principe de l'interférométrie de Fabry-Perot, des capteurs physiques très, très utilisés dans le secteur industriel. Autre personnage de la mesure, Albert Tian. Malgré son nom, il est marseillais. Lui, il va faire des mesures de température avec une précision assez extraordinaire pour l'époque. Et avec ces mesures de température très précises, il va pouvoir mesurer la chaleur dégagée ou absorbée dans des réactions chimiques. Donc c'est le début de la calorimétrie. Et l'un de ses héritiers, alors Tian dans un amphithéâtre de la faculté Saint-Charles à Marseille. Il y a le poêle là, il y a le préparateur. Il fait des expériences. On n'a plus de préparateur. On ne fait plus d'expériences, ou très rarement. On n'a plus de poêle, bien entendu. Là, il y a quand même sur les rangs quelques jeunes filles. Et puis, je dis, quand je montre cette photo, le monsieur, il fait un cours de thermodynamique.